À présent, cette conférence sur le thème de l'assurance vie, 6 raisons de mettre en place un contrat d'assurance vie. Avant toute chose, pour ceux qui ne nous connaissent pas, CGP One est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine créé en 2003. Nous avons des bureaux aujourd'hui sur Toulouse et en région parisienne. Nous comptons une quinzaine de personnes, dont 8 conseillers qui sont là pour vous accompagner dans vos projets. Notre site gestiondepatrimoine.com est notre vitrine. Il nous sert à faire connaître notre métier et à faire connaître le cabinet. Vous pouvez y trouver toutes sortes d'informations, que ce soit des informations pratiques ou théoriques. Donc, n'hésitez surtout pas à balayer notre site internet. Vous y trouverez souvent beaucoup de questions. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, nous relevons de 3 statuts. Le statut de CIF, conseiller en investissement financier, celui de courtier en assurance et enfin le statut d'agent immobilier. Notre métier, quel est notre métier? C'est finalement répondre à vos objectifs. C'est trouver une solution à vos problématiques, que cela soit dans les différentes étapes de votre vie, que la création de votre patrimoine, le développement de ce patrimoine, l'obtention de revenus complémentaires pour la préparation à la retraite, par exemple, ou la transmission de ce patrimoine. Nous avons une approche globale, économique, juridique et fiscale qui nous permet de répondre dans la globalité à vos problématiques. On commence donc maintenant dans le vif du sujet par l'assurance vie. L'assurance vie est aujourd'hui le placement préféré des Français. On entend cette phrase régulièrement, mais en effet, quand on pose les chiffres, ces chiffres font un peu tourner la tête. Il y a aujourd'hui 54 millions de contrats d'assurance vie en France. 38 millions de bénéficiaires de contrats d'assurance vie. La collecte nette en 2018, c'est-à-dire la différence entre ce qui a été versé en assurance vie et ce qui a été sorti de l'assurance vie, c'est 22,4 milliards d'euros sur la seule année 2018. Pour un encours global, c'est-à-dire tout contrat d'assurance vie en France confondu, de 1 700 milliards d'euros. En parallèle, je vous ai mis un autre chiffre pour avoir conscience de cet encours, c'est la dette publique de la France. La dette publique de la France, c'est 2 700 milliards d'euros. Donc avec l'assurance vie, l'intégralité des contrats d'assurance vie, on pourrait rembourser les 2/3 de la dette publique de la France. Et puis quand on compare l'assurance vie aux autres placements qu'on connaît en France, les livrets A, le PEL et le PEA, on voit en effet que en termes d'encours, on est largement au-dessus. L'assurance vie, c'est 1 700 milliards, comme je le disais. Les livrets, c'est 388 milliards. Les PEL, 20 milliards. Les PEA, 6 milliards. Donc voilà, donc l'assurance vie aujourd'hui est vraiment le placement qui génère le plus d'épargne des Français. Pourquoi? Eh bien, on va faire le point justement sur le fonctionnement de l'assurance vie, aussi bien en termes de juridique, en termes de fiscalité et économique, pour comprendre en fait pourquoi les Français ont cet engouement vis-à-vis de l'assurance vie. La définition d'un contrat d'assurance vie. L'assurance vie, c'est quoi? C'est un contrat par lequel, en contrepartie de primes, l'assureur s'engage à verser au souscripteur ou au bénéficiaire qu'il a désigné une somme déterminée, que ce soit un capital ou une rente, en cas de mort de la personne assurée ou de sa survie à une époque déterminée. Donc c'est une définition claire et précise et qui fait rentrer donc 3 parties en jeu: l'assureur, le souscripteur, qui est également la plupart du temps l'assuré, et un bénéficiaire. Donc, juridiquement parlant, c'est une stipulation pour autrui, c'est-à-dire que le souscripteur demande à l'assureur de réaliser une prestation vis-à-vis d'une troisième personne. Donc c'est une stipulation pour autrui. Cette définition juridique a des conséquences importantes sur l'assurance vie. Cette stipulation autrui, c'est que cela signifie que finalement les capitaux que vous avez versés sur le contrat d'assurance vie, à partir du moment où vous décédez, que le bénéficiaire touche cet argent-là, on considère qu'il n'a jamais été dans votre patrimoine et toujours dans le patrimoine du bénéficiaire. De conséquence, les fonds qui sont sur un contrat d'assurance vie sont insaisissables. C'est-à-dire que vous faites faillite,
vous ne pouvez plus rembourser vos crédits, on peut vous saisir votre maison, on peut saisir tout ce que vous avez, sauf vos contrats d'assurance vie. Autre conséquence de la stipulation pour autrui, on considère que ce n'est pas dans votre patrimoine, puisque vous le transmettez au moment de votre décès, il est transmis immédiatement à un bénéficiaire. Donc du coup, il est hors succession. Donc insaisissabilité et hors part successorale, ça c'est très important. En termes de fiscalité, on distingue la fiscalité pendant la vie du contrat, c'est-à-dire vous avez ouvert un contrat d'assurance vie, vous avez mis des sommes dessus qui ont généré des intérêts et vous sortez ces sommes de votre contrat. Donc, déjà, point important, il n'y a de fiscalité que lorsque vous sortez de l'argent de votre contrat. C'est-à-dire que l'assurance vie, c'est ce qu'on appelle une solution de capitalisation. Tant que vous n'enlevez pas de somme de votre contrat d'assurance vie, il n'y a pas, les intérêts et la plus-value restent dans le contrat. Il n'y a pas de fiscalité. Et quand vous sortez cet argent-là de votre contrat, eh bien en fait, on considère que l'argent que vous sortez, il y a une partie de capital et une partie d'intérêt. Donc en gris, vous avez là, on imagine que vous avez versé un capital. En vert, ce sont les intérêts qui ont été générés par ce capital. Si vous sortez de l'argent, on prend une part de capital et d'intérêt proportionnellement. Et finalement, vous n'êtes taxé que si cette partie hachée, qui est donc la base taxable de votre contrat. À quel taux est imposée justement cette base taxable? On distingue, alors il y a eu une réforme en septembre 2017 qui distingue les primes versées avant le 27 septembre 2017 et les primes versées après cette date-là. Avant le 27 septembre 2017, les primes que vous versiez étaient imposées de façon progressive. Plus vous regardiez votre contrat, finalement la fiscalité était de plus en plus douce. Donc, entre l'année d'ouverture du contrat et la 4e année, si vous sortiez de l'argent de votre contrat, donc sur la base taxable, donc sur la partie d'intérêt qui est taxée, vous aviez le choix entre déclarer ces revenus dans votre déclaration de revenus classique et donc que ça soit imposé un peu comme tout autre revenu, des salaires ou des revenus fonciers, etc., donc au barème progressif, ou un prélèvement forfaitaire et libératoire de 35%. Entre la 4e et la 8e année, ce prélèvement forfaitaire libératoire était de 15%. Et à partir de la 8e année, il tombe à 7,5%. Chose importante, à partir de là, il y a un abattement sur ces intérêts taxables de 4 600 € pour un célibataire, 8 200 € pour un couple marié ou pacsé, sur cette base taxable, sur la part d'intérêt. Donc, vous avez votre capital, vous avez des intérêts, on considère que les intérêts taxables sont à hauteur de, vous êtes marié, les intérêts taxables que vous sortez, c'est 10 000 €. Vous ne serez taxé que sur 800 €, 10 000 moins 9 200 €. Cet abattement est renouvelable tous les ans. Donc cet abattement, c'est un gros avantage qui permet, pour beaucoup, dans beaucoup d'esprits, de dire que l'assurance vie est défiscalisée après les 8 ans. Ce n'est pas tout à fait le cas, mais on n'en est pas loin grâce à cet abattement annuel. Donc cette fiscalité qui a changé pour les primes versées après le 27 septembre 2017. On n'a plus cette progressivité dans le temps, les 4 ans n'existent plus. Aujourd'hui, en fait, à partir du 27 septembre 2017, cette fiscalité se rapproche du prélèvement forfaitaire unique sur tout ce qui est revenu financier. C'est le prélèvement forfaitaire unique qui est de 30%, 12,8 d'impôt sur le revenu, plus 17,2 de prélèvements sociaux. Eh bien, en fait, à partir du 27 septembre 2017, vous êtes à ce taux de 12,8% plus prélèvements sociaux, ce qui fait que du coup, pendant cette durée-là, le nouveau régime est finalement un peu plus intéressant. Il l'est moins à partir de la 8e année, mais à noter, il est moins pour les personnes qui détiennent plus de 150 000 € de contrats d'assurance vie. C'est-à-dire que pour les personnes qui ont moins de 150 000 € en assurance vie, elles conservent ce taux de 7,5% qui était très intéressant dans la fiscalité précédente. Et c'est que pour finalement les gros détenteurs de contrats d'assurance vie que c'est là puisqu'on passe à 12,8 au lieu des 7,5. Par contre, on conserve l'abattement de 4 600 € pour un célibataire et de 9 200 € pour les intérêts. Et de 9 200 € pour un couple marié sur les intérêts.
Donc ça, c'était en cours de vie du contrat, lorsque vous souhaitez récupérer finalement les plus-values et les intérêts de votre contrat. En cas de décès, pareil, deux régimes se cumulent, se chevauchent. Ils sont très différents selon l'âge du souscripteur au moment du versement des primes. Si le souscripteur a plus de 70 ans quand il ouvre son contrat d'assurance vie, on a un abattement de 30 500 € sur les primes versées, c'est-à-dire qu'il verse 50 000 €. Entre 0 et 30 500 €, il n'y a pas de fiscalité. Au-delà, donc les 19 500 € au-delà de mon exemple, sont soumis au droit de succession classique en fonction du lien de parenté entre le souscripteur et le bénéficiaire. Cet abattement de 30 500 €, c'est tout bénéficiaire confondu. C'est-à-dire que si vous avez 10 bénéficiaires, ces 10 bénéficiaires se diviseront les 30 500 € d'abattement. À noter que je parle là de l'abattement concernant les primes versées, puisque les droits de succession ne seront que sur les primes versées au-delà de 30 500 €. C'est-à-dire que les intérêts générés par ces primes versées sont totalement exonérés. J'ai versé 30 000 €, donc en dessous du plafond, mes 30 000 € sont devenus 50 000 €, la totalité est exonérée. Mais le gros avantage du contrat d'assurance vie en termes de fiscalité en cas de décès, c'est avant les 70 ans. Puisque avant les 70 ans, on a des abattements par bénéficiaire. Tout à l'heure, je disais bénéficiaire, que c'était tout bénéficiaire confondu. Là, c'est bénéficiaire, qui est de 152 500 €. Entre 0 et 152 500 €, il n'y a aucune fiscalité. Entre 152 500 € et 852 500 €, on est à 20% de fiscalité. Et au-delà, à 31,25%. Donc, si on prend un exemple banal, assez banal, un couple avec 2 enfants peut transmettre à ses enfants, puisque un parent transmet aux 2 enfants, donc 152 500 fois 2 parents, on peut transmettre 610 000 € de capitaux à ses enfants sans aucun droit de succession. Et ces abattements, bien sûr, se cumulent avec les abattements classiques du patrimoine taxé sur les droits de succession. Au niveau économique, les supports. Quand on investit dans un contrat d'assurance vie multi-support, il faut comprendre que c'est un placement qui permet finalement la détention d'actifs financiers dont la rémunération dépend du type de support financier que vous avez mis à l'intérieur. Je m'explique. Vous investissez dans des unités de compte. Ces unités de compte, elles sont classées. Il y a des unités de compte qui peuvent être monétaires, qui sont d'obligations d'État, d'entreprise, des actions, de grande capitalisation, de petite capitalisation, etc. Et puis finalement, vous avez un couple rendement-risque qui est déterminé en fonction de chacune de ces classes d'actifs. Monétaire, vous ne prenez quasi aucun risque, mais pas ou peu de performance. Action de petite capitalisation, eh bien, vous prenez plus de risques, mais vous avez un potentiel de performance qui est plus grand. Et chaque unité de compte, finalement, est investie sur une classe d'actifs ou plusieurs classes d'actifs. Il définit son univers d'investissement dès le début. Et vous pouvez investir à travers le monde grâce à ce système d'unités de compte, puisqu'il peut y avoir des unités de compte très spécialisées, une unité de compte sur les actions de petite capitalisation françaises, et il y a des unités de compte plus globales qui investissent sur toute classe d'actifs à travers le monde. Pour expliciter un petit peu les unités de compte, les investisseurs. Donc on a un certain nombre d'investisseurs, particuliers ou professionnels, qui achètent par le biais, qui achètent des parts d'OPCVM ou de SICAV. C'est la même chose, juridiquement, c'est un petit détail, mais c'est à peu près la même chose. Ces OPCVM, ces SICAV, ce sont ce qu'on appelle des unités de compte. Donc on achète des parts de cette unité de compte. L'unité de compte, en fait, elle est gérée par une société de gestion. Cette société de gestion a déterminé la stratégie de gestion dès le début. Elle a dit, voilà, par exemple, quand je reprends mon exemple tout à l'heure, je n'investirai que sur des actions de petite capitalisation en France. Donc elle détermine la stratégie de gestion et puis c'est elle qui va faire les choix d'acheter telle ou telle valeur. Je vais acheter cette petite entreprise, cette petite capitalisation française que je trouve intéressante parce que j'ai fait une analyse, etc. Je veux acheter, investir dans celle-ci, je crois en celle-ci, etc., etc. Donc finalement, la société de gestion va déterminer les investissements réels
qui vont être réalisés sur les marchés financiers. Ces marchés financiers, donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est les classes d'actifs qu'on a pu voir, que j'ai pu vous lister rapidement tout à l'heure, qui ne sont bien sûr qu'une liste non exhaustive. L'assurance vie, pour nous, en tant que conservation de patrimoine, c'est un outil multifonction. On peut l'utiliser pour vraiment différentes choses. C'est par exemple, on peut l'utiliser pour la retraite, pour le financement des études des enfants, pour le paiement de droits de succession, pour la constitution d'un patrimoine financier, pour avoir des revenus complémentaires, etc. C'est vraiment ce qu'on appelle, pour nous, c'est un vrai couteau suisse. On peut l'utiliser de différentes façons grâce à sa fiscalité, que l'on a vu tout à l'heure, à son régime juridique et au principe économique qui nous permet d'investir sur des unités de compte. Mais voilà, comment utiliser ces spécificités-là, juridiques et fiscales, en pratique? J'ai listé donc du coup un certain nombre de situations dans lesquelles vous pouvez utiliser l'assurance vie et comment utiliser l'assurance vie pour remplir ces objectifs-là. Donc par exemple, pour constituer un patrimoine. Pour vous constituer un patrimoine, vous pouvez en effet effectuer des versements sur un contrat d'assurance vie. Ces versements peuvent être libres ou programmés. Libre, c'est-à-dire que je verse quand je le souhaite une certaine somme. Mais je peux aussi décider de faire des versements tous les mois, mettre 100 € par mois, 500 € par mois, etc. L'avantage des versements programmés, lorsqu'on investit sur des unités de compte, c'est que ça nous permet finalement ce qu'on appelle de lisser le prix moyen d'achat. Une unité de compte, ça varie, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Le principe d'une unité de compte et des marchés. Si je verse tous les mois sur cette unité de compte, et bien finalement, quand les marchés vont baisser, quand la valeur de mon unité de compte va baisser, j'achèterai plus de parts de mon autre PCVM. Je l'achèterai moins cher. Et donc, du coup, j'en achèterai plus. Et quand ça va augmenter, mais finalement, le stock que j'ai acheté précédemment moins cher, mais finalement, va être fortement revalorisé, etc. Donc voilà, donc ça permet de lisser le prix moyen d'achat et d'augmenter la rentabilité moyenne de mon investissement en diminuant les risques. Donc, versement libre ou programmé. Je vous ai mis un petit exemple. Comment se constitue un capital de 100 000 € au bout de 15 ans, avec une hypothèse de rentabilité de 3% par an. Pour avoir 100 000 € au bout de 15 ans, soit je mets 65 000 € en une seule fois. Ces 65 000 € deviennent 100 000 €. Soit je mets 450 € par mois, tous les mois pendant 15 ans. Au terme des 15 ans, je me retrouverai avec 100 000 €. Voilà comment se constitue un patrimoine grâce à l'assurance vie. Autre avantage très important de l'assurance vie, c'est sa souplesse. En effet, quand on réalise un investissement immobilier à crédit, on a une mensualité, un crédit qui est déterminé à l'avance, et puis on a des loyers qui peuvent par contre varier. S'il y a un changement de locataire, des choses comme ça. Mais par contre, donc, du coup, je vais avoir un effort de trésorerie à avoir réalisé pendant toute la durée de mon investissement immobilier. Là, avec la souplesse de l'assurance vie, vous pouvez prévoir des versements programmés, donc dire je verse mes 450 € par mois, mais vous avez un souci au niveau de votre activité professionnelle, vous devez changer, votre salaire est moindre. Là, vous pouvez diminuer ces versements programmés, les suspendre, les augmenter, et même vous pouvez donc réaliser ce qu'on appelle donc des rachats, c'est-à-dire sortir de votre épargne, ou des avances, une sorte de crédit que vous fait l'assureur. Voilà, donc l'assurance vie se constitue un patrimoine. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, grâce au système d'unité de compte des contrats multi-supports, ça permet de diversifier énormément son épargne. On a accès donc à tous les types d'actifs à travers le monde et donc bénéficier de tous les marchés les plus larges comme les plus spécifiques. À condition toutefois d'avoir un contrat d'assurance vie de qualité. Un contrat d'assurance vie multi-support et multi-gestionnaire. J'appelle un contrat d'assurance vie de qualité un contrat qui propose un grand nombre d'unités de compte, un choix important d'unités de compte. Puisque concrètement, quand on a un contrat avec uniquement 15 unités de compte, il va être difficile d'avoir une grande diversification de son épargne et difficile de se dire que sur cette classe d'actifs, ben, je vais avoir le meilleur fonds. Si j'ai 700, 800, voire 1000 fonds à l'intérieur, eh bien j'ai plus de chances, j'ai plus de facilité à diversifier mon épargne et puis j'ai plus de chances d'aller trouver le gestionnaire, la société de gestion qui est la meilleure sur la classe d'actifs sur laquelle je souhaite investir. Par exemple, comme j'ai pris tout à l'heure mon exemple, des actions petite capitalisation françaises.
Je vous ai mis un petit support pour avoir conscience de l'intérêt de la diversification. Tout à l'heure, je parlais donc du couple rendement risque. On voit en effet que si on prend le livret A sur les 30 dernières années, le livret A, c'est garanti, mais la rémunération, elle est limitée. Là, 135% sur 30 ans. Le fonds en euros aussi est garanti. On avait une rentabilité un peu plus importante. On est à 1,5% à ce jour, mais sur les 30 ans, on a en moyenne 370%. Et puis, on a les actions qui, dans le temps, restent toujours la classe d'actifs la plus performante, mais moyennant des risques. Donc, l'intérêt d'un contrat d'assurance vie, c'est finalement de pouvoir mixer différentes unités de compte et puis peut-être une partie en fonds en euros va garantir le capital. Et donc, du coup, avec cette diversification sur les différentes classes d'actifs à travers différentes unités de compte, on va pouvoir diminuer le risque et augmenter le rendement de votre épargne. Autre élément, autre objectif de l'assurance vie que l'on peut utiliser pour financer un projet. C'est-à-dire qu'un contrat d'assurance vie peut être mis en garantie. J'ai 100 000 euros sur mon contrat d'assurance vie, je peux aller voir mon banquier et lui dire, bon, je veux un crédit et en échange, pour garantir ce crédit, je nantis mon contrat, c'est-à-dire que je te le donne en garantie. Deux types de crédits qui permettent donc l'on appelle au nantissement d'une assurance vie. C'est le crédit in fine. Le crédit in fine, on l'utilise notamment pour une acquisition, pour du locatif immobilier. Pendant toute la durée du prêt, en fait, on ne rembourse que les intérêts et le capital est remboursé en une seule fois au terme. Pour garantir le remboursement au terme de ce crédit, puisque j'emprunte 100 000 euros, pendant toute la durée de mon contrat, je ne paierai que je sais pas, 2% peut-être par an, donc du coup 200 euros, 2000 euros, pardon, par an, toute la durée de mon crédit. Et ces 100 000 euros, je vais devoir les rembourser en une seule fois. Pour garantir ce remboursement-là, eh bien les banques demandent une garantie, et notamment les contrats d'assurance vie. En parallèle, on a aussi ce qu'on appelle un crédit lombard. Donc là, j'ai un contrat d'assurance vie, j'ai besoin de trésorerie, j'ai besoin de liquidité, de faire un prêt, mais je ne veux pas utiliser cette assurance vie-là parce qu'elle me génère des intérêts ou parce qu'elle a un intérêt fiscal, etc. Eh bien, je vais pouvoir mettre en garantie ce contrat d'assurance vie et en échange, du coup, la banque qui aura ce nantissement, mais cette garantie va pouvoir m'avancer de la trésorerie. L'assurance vie pour la retraite. Alors, l'assurance vie pour la retraite, c'est en effet aussi un outil très utile. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le capital d'une assurance vie est disponible et l'assurance vie est très souple. Donc, on imagine que pendant toute ma vie professionnelle, j'ai épargné sur un contrat d'assurance vie. Et je me retrouve du coup avec un capital au moment de mon départ à la retraite dans lequel je vais pouvoir piocher. Piocher dans le cas de rachat partiel programmé, c'est-à-dire je veux récupérer, j'ai besoin de 500 euros par mois, donc j'ai mon capital, je vais demander à l'assureur qui me prélève sur mon contrat 500 euros par mois. Je vais pouvoir moduler ces rachats partiels programmés. Je pars sur 500 euros, peut-être que je vais ne plus avoir besoin à un moment donné ou augmenter. Et en effet, on constate que finalement, c'est très adapté à la situation de nos clients, puisque souvent, en fait, en début de retraite, on a la santé, on a plus de temps, donc on fait plus de voyages, plus de loisirs, on consomme plus. Donc, on a besoin de revenus, on a besoin à ce moment-là. Et puis, si la santé ne suit pas, ben, on va diminuer son moyen de consommer. Donc, du coup, on ne va pas prélever sur le contrat. Et puis, troisième étape dans la vie d'un retraité qui peut arriver, c'est la dépendance. Et là, en effet, je dois augmenter mes besoins. J'augmente mes besoins de financement. Donc, je vais augmenter mes rachats partiels sur mon contrat d'assurance. Autre point, on l'a vu tout à l'heure, grâce à ce principe de l'abattement des 9 600 euros annuels, 9 200 euros annuels pour un couple et 4 600 pour un célibataire, sur la partie intérêt, on a des revenus qui sont très faiblement fiscalisés.
Là, je vous ai mis un exemple. Par exemple, on imagine que j'ai versé 100 000 euros à 3% sur un contrat d'assurance vie. À partir de la 8e année, je fais des rachats de 500 euros par mois. Donc, on imagine en 2028, je prends une année pleine, 500 euros par mois, ça représente 6 000 euros. Eh bien, prélèvements sociaux plus mon prélèvement, ma fiscalité ne représente que 3,62% de fiscalité. Donc, c'est une fiscalité qui est très, très faible comparée à l'impôt sur le revenu, où on a des tranches à 14, 30, 41%, etc., etc. Et comparée notamment à des revenus fonciers, puisque souvent, une solution retraite, un mix à la fois de l'immobilier et de l'assurance vie. Une bonne solution retraite peut mixer de l'immobilier et de l'assurance vie. L'immobilier est taxé à l'impôt sur le revenu plus les prélèvements sociaux de 17,2. Bien là, avec le système de l'assurance vie, on a quand même une fiscalité qui est bien, bien moindre. L'assurance vie pour protéger ses proches. En imaginant, l'assurance vie, c'est important quand on a par exemple une famille pour garantir son train de vie, puisque les capitaux décès peuvent servir à pallier la baisse d'un train de vie qui serait consécutif au décès du souscripteur. Donc j'ai une famille, j'ai 100 000 euros sur mon assurance vie. Si mon compagnon, mon conjoint est bénéficiaire de ces 100 000 euros, ben, il va pouvoir assurer le train de vie de notre famille, malgré mon départ. Ensuite, on a la possibilité aussi de coupler avec une assurance vie, une assurance décès pure. Je verse quelques dizaines d'euros par mois pour me garantir une centaine de milliers d'euros de capitaux décès. C'est une assurance à fonds perdu, comme une assurance voiture. Vous n'avez pas d'accident, vous ne décédez pas, vous avez payé pour rien, mais si vous décédez, vous avez ce capital qui est versé. Et puis l'assurance vie, c'est aussi très bien pour quand on protège ses proches. En cas de décès, les droits de succession sont dus très rapidement, puisqu'une succession doit être réglée dans les 6 mois. Donc les capitaux décès vont pouvoir servir aux héritiers à payer les droits de succession avant même que la liquidation de la succession se fasse. Puisque c'est pas parce que la succession est réglée que je dois payer que les biens sont vendus. S'il y a beaucoup d'immobilier, c'est compliqué de vendre les biens, ça demande du temps. Donc du coup, on va pouvoir utiliser les contrats d'assurance vie, les liquidités dues à contrat d'assurance vie pour payer les droits de succession. Et puis enfin, je reviens sur aussi pareil cette fiscalité très avantageuse de l'assurance vie, c'est dans le cadre de la transmission du patrimoine. Là, je vous ai donné deux exemples, enfin deux types finalement de transmission. On peut transmettre à son décès. L'assurance vie en est un outil principal, puisque par définition, on désigne un bénéficiaire, mais on peut transmettre aussi de son vivant. Donc en cas de décès, l'avantage, c'est que on peut changer de bénéficiaire à tout moment, on n'est jamais bloqué. Donc je peux, sur mon lit de mort, je peux changer de bénéficiaire, à condition que l'assureur soit au courant avant mon décès. Mais voilà, je ne suis pas bloquée, donc ça peut s'adapter à une situation familiale qui change, etc. Et puis, autre avantage, c'est que je ne me dessaisis pas de ce que je donne. On dit donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Ben oui, quand on fait une donation à un enfant, un conjoint, etc., ben cet argent, ce qu'on a donné, ne nous appartient. Et bien, avec l'assurance vie, je reste donc titulaire de mes capitaux jusqu'à mon décès. Je peux les utiliser, les consommer en totalité si besoin, et le bénéficiaire ne percevra que ce qui reste. Donc ça, c'est en cas de décès. Et finalement, de son vivant, on peut aussi utiliser l'assurance vie, et notamment pour des enfants, voire des petits-enfants. C'est une situation qu'on rencontre très souvent, des grands-parents qui veulent mettre de côté de l'argent pour leurs petits-enfants, parce qu'ils imaginent donc en prévision de dépenses telles que les études ou l'achat d'une résidence principale. L'inconvénient quand on donne à un petit enfant, c'est que à ses 18 ans, normalement, il est censé disposer de cet argent comme il le souhaite. Donc, un livret A peut être consommé dans le mois par un jeune adulte de 18 ans, comme il le souhaite. En assurance vie, on peut limiter la libre disposition de ce capital. C'est ce qu'on appelle donc un pacte adjoint. Un pacte adjoint, c'est dire je te donne, mais à condition que. Et à condition que, par exemple, tu réinvestisses dans un contrat d'assurance vie. Et que les gestionnaires du contrat
soit tes parents, tes grands-parents ou un tiers. Et dans ces cas-là, pour réaliser tous les actes de gestion, un arbitrage, un rachat, etc., il va falloir l'accord de ce gestionnaire. Et on peut prévoir aussi donc de limiter la disponibilité de ces capitaux dans le temps, puisqu'on peut prévoir jusqu'à 25 ans l'accord du gestionnaire pour réaliser des rachats. C'est-à-dire que j'ouvre un contrat d'assurance vie pour un petit enfant, pour mon petit-fils. Je désigne ses parents comme gestionnaires du contrat. Jusqu'à ses 25 ans, eh bien, mon petit-fils devra demander l'autorisation à ses parents pour récupérer de l'argent sur ce contrat-là. Donc, ça permet finalement de cadrer la donation et de permettre finalement de se garantir que les sommes données ne soient pas dilapidées sans mesure. Voilà, on a fait à peu près le tour de toutes les situations dans lesquelles on peut utiliser donc un contrat d'assurance vie, dans lequel un contrat d'assurance vie est utile. Nos conseils, c'est quoi? C'est finalement de déterminer ses objectifs. Pour cela, on vous incite à faire un bilan patrimonial avec votre conseiller en gestion de patrimoine. Pourquoi? Parce qu'en fait, un bilan patrimonial, c'est une photo de votre situation aujourd'hui, et puis surtout la détermination de vos objectifs. On vous aide à déterminer vos objectifs de façon la plus précise possible. Et un bilan patrimonial, la troisième partie, c'est des préconisations. Donc, c'est-à-dire qu'on va modifier votre situation initiale en fonction de vos objectifs pour que ces objectifs. Autre conseil, dans le cas de l'assurance vie, c'est investir progressivement. Ne pas attendre d'avoir plusieurs dizaines de milliers d'euros pour ouvrir un contrat d'assurance vie. On peut ouvrir un contrat d'assurance vie avec des montants toutes relatifs, et puis faire des versements mensuels. Les versements mensuels sont vraiment une garantie de prudence et de rentabilité quand on va investir sur les marchés financiers. Diversifier ses investissements et oser sortir des livrets et des placements sécurisés. Et donc juste, je voulais faire un petit topo sur notre métier. Notre métier, donc comme je vous le disais, c'est quoi? C'est finalement un conseil, un bilan patrimonial, donc l'analyse de votre situation, la reprise de vos objectifs et de vos moyens, et des préconisations. Ensuite, la deuxième partie de ce bilan patrimonial, c'est l'intermédiation, c'est-à-dire qu'on a déterminé ensemble des solutions, une stratégie, eh bien, on va vous aider à mettre en place. Et notamment, on va pouvoir vous proposer des contrats d'assurance vie haut de gamme avec lesquels que l'on a sélectionné et qui correspondent à vos objectifs. Mais un bilan patrimonial, ce n'est bien sûr pas que de l'assurance vie, les préconisations sont bien sûr pas que de l'assurance vie, puisque ça peut être du juridique avec des testaments, des donations, et de l'immobilier, CPI, LMNP, Pinel, etc., etc. Et puis, chose très importante dans notre métier, c'est le suivi, parce que la meilleure stratégie patrimoniale mise en place n'aura aucun sens si elle n'est pas adaptée dans le temps, en fonction donc de votre évolution professionnelle, familiale, des évolutions législatives, fiscales, réglementaires, etc. Voilà. On a fini. J'attends peut-être des questions. Est-ce que j'ai été claire pour vous? Est-ce qu'il y a des points que vous voulez que l'on un petit peu? Parce que j'ai été assez rapidement sur certains points. Soyez pas timide. Bon, pas de questions apparemment. J'écoute toujours. Eh bien, pas de questions. Bon. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à contacter donc votre conseiller en gestion de patrimoine habituel ou à nous envoyer un mail sur charles@gestiondepatrimoine.com avec toutes vos questions, si jamais il y a. Et puis, vous pouvez aussi nous appeler 05 61 52 17 01 à Toulouse et 01 45 14 80 34 si vous êtes en région parisienne. Voilà.
J'espère que, ce webinaire a répondu, à vos questions et à votre int et a suscité votre intérêt. N'hésitez pas, voilà, à nous recontacter si jamais vous souhaitez, un entretien plus personnel et plus individuel sur tous les éléments qu'on a pu voir, ce soir.